Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le gouvernement a remis sa copie sur le projet de loi Asile et Immigration. Présenté en Conseil des ministres, il va désormais arriver en débat dans les assemblées avec des discussions jusque dans la majorité sur l'équilibre entre fermeté et humanité. Laurent Wauquiez assume ses propos polémiques divulgués dans la presse. Droit dans ses bottes, le patron des Républicains revendique son franc-parler au risque de fragiliser son camp. Dominique Bussereau et d'autres anciens soutiens d'Alain Juppé ont décidé de claquer la porte du parti. Mieux encadrer les écoles privées hors contrat, c'est l'objectif d'une proposition de loi des sénateurs centristes débattue cet après-midi. Une autorisation préalable et un contrôle plus assidu sont proposés pour lutter contre le risque de dérive sectaire ou idéologique. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek est en salle des conférences du Sénat et Tam Tranui dans les tribunes de l'hémicycle. Le multiplex, c'est tout de suite. Gérard Collomb a présenté ce matin en Conseil des ministres son projet de loi Asile et Immigration. Objectif du gouvernement, mieux accueillir mais aussi réduire les délais d'expulsion. Un débat qui divise, y compris au sein de la majorité. Quentin Calmet vous résume les enjeux du texte. Concilier humanité et efficacité. Depuis plusieurs semaines, l'exécutif l'assure. L'équilibre entre accueil et fermeté sera bien au cœur de ce projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres. Avec, dans les mesures favorables aux demandeurs d'asile, un titre de séjour qui passera de 1 an à 4 ans. Mais la véritable clé de voûte de ce projet de loi, c'est la réduction des délais d'instruction des dossiers de demande d'asile. Actuellement, ce délai s'établit en moyenne à 9 mois. L'exécutif entend le réduire à 6. Pourquoi voulons-nous réduire à 6 mois? Parce qu'effectivement, pour celles et ceux qui se verront reconnaître l'asile, c'est mieux de pouvoir s'insérer le plus tôt possible dans la société française. Mais pour ceux qui seront reconduits en 6 mois, vous n'avez pas perdu vos racines familiales, vous n'avez pas perdu le contact avec votre pays, et donc c'est mieux que les délais soient plus courts et qu'on instruise rapidement, comme le font un certain nombre d'autres pays européens. Cette question des délais, véritable pomme de la discorde. Ce matin, associations, syndicats, mais aussi agents de l'État du secteur de l'asile, tous étaient réunis pour dénoncer la philosophie du texte de Gérard Collomb. Un délai raisonnable, c'est un délai qui n'est pas trop long, mais c'est aussi un délai qui n'est pas trop court. Vous savez ce que doivent faire les demandeurs d'asile pour présenter une demande d'asile? Ils doivent accéder à un avocat. Ils doivent accéder au juge, ils doivent faire traduire leur récit, ils doivent faire traduire l'intégralité des documents qu'ils veulent soumettre au juge. Ils doivent les faire traduire par des traducteurs assermentés. Il n'y en a pas des tonnes de traducteurs assermentés dans les différentes langues présentes devant la Cour nationale du droit d'asile. C'est quelque chose qui est très difficile pour eux, c'est quelque chose qui est très compliqué pour eux. L'exécutif qui a annoncé ce matin vouloir se concerter avec tous les groupes politiques du Parlement sur cette question, avant un examen en commission début avril à l'Assemblée nationale. Et ce projet de loi sera l'objet de notre premier débat de l'émission dans quelques minutes. Mais on part d'abord rejoindre Saveria Rojek pour une première réaction à cette présentation en Conseil des ministres. Saveria, vous êtes avec Stéphane Ravier, sénateur FN des Bouches-du-Rhône. Absolument. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Cette future loi Collomb qui permet donc de réduire, on vient de l'entendre, les délais de demande d'asile. Quelle est votre position générale sur le texte? Est-ce que vous le voterez? Est-ce que vous approuvez la philosophie générale du projet? Le metteur en scène Emmanuel Macron nous offre une nouvelle pièce. C'est la pièce dite de l'immigration-asile avec Monsieur Collomb qui a hérité du mauvais rôle, celui du grand méchant qui voudrait, paraît-il, lutter contre l'immigration. Or, les faits sont têtus. Et derrière cet enfumage, un enfumage de plus, eh bien, il y a une réalité qui est toujours plus d'immigration, puisque le budget a augmenté cette année de 28%, que le budget, lui, pour lutter contre l'immigration clandestine, baisse de plusieurs millions d'euros. Et quant à cette diminution de délai de traitement des demandeurs d'asile,
peu importe qu'il soit traité en 1 an, en 6 mois. La réalité veut que 97% des déboutés du droit d'asile restent en France et bénéficient de toutes les aides sociales. Pourtant, la gauche, beaucoup d'associations sont vent debout contre ce texte jugé justement trop ferme et attentatoire aux libertés. Oui, mais ça fait partie justement de cette mise en scène, hein, avec des déclarations politiques et puis ces associations qui montent au créneau. De toute façon, tant que la France n'aura pas été totalement submergée, eh bien, la gauche estimera qu'il ne suffit toujours pas à cette politique d'immigration. La preuve, c'est que les plus extrémistes d'entre eux, certains députés de La République En Marche, souhaitent que l'on parraine un migrant. Eh bien, moi, je suis impatient de connaître la liste de ces députés de La République En Marche qui auront parrainé un migrant en les accueillant chez eux, parce que les Français en ont déjà beaucoup trop accueilli. Éric Ciotti, élu Les Républicains, estime que le regroupement familial va être accentué. Les demandes d'asile seront plus facilement autorisées à travailler. Il craint un appel d'air. Oui, M. Ciotti est un expert en la matière, puisqu'il a soutenu la présidence de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a fait entrer plus d'étrangers en 5 ans que ne l'avait fait Lionel Jospin. Alors il est vrai que M. Ciotti, c'est un expert en immigrationnisme forcené. Donc là, c'est une posture de plus. Et il se retrouve... vous ne voterez pas ce texte ? Évidemment que non. Non, nous ne voterons pas ce texte parce qu'il est un encouragement à toujours plus d'immigration, pendant que nos compatriotes, ils sont 5 à 6 millions à être au chômage, 9 millions de pauvres, 3,5 millions de mal logés. Que propose M. Collomb? De les loger mieux, de les loger en priorité, de leur donner du travail en priorité. C'est le monde à l'envers. Stéphane Ravier, quelques mots rapidement sur le Front National, les difficultés de Marine Le Pen. Elle est aujourd'hui attaquée de toutes parts. Jean-Marie Le Pen juge que changer le nom de parti, c'est une trahison. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Écoutez, Jean-Marie Le Pen, quel homme, ce visionnaire, celui sans qui le mot nation, patrie, drapeau français n'existerait plus, celui qui aurait pu être le sage, qui aurait pu conseiller Marine Le Pen. Bon, mais aujourd'hui, il a pris, et depuis quelques mois, une autre option. Écoutez, ce n'est pas ce qui est important dans la vie du Front National. Nous nous projetons vers l'avenir, c'est ce que souhaitent, ce dont ont besoin les Français qui nous intéressent, et pas les déclarations de Jean-Marie Le Pen. Et le retour de Marion Maréchal Le Pen via Washington, est-ce que vous l'approuvez? Pour l'instant, il s'agit d'une invitation qui a été lancée à Marion Maréchal Le Pen. Elle lance une académie. Écoutez, c'est ce qu'elle avait fait savoir, qu'elle s'orienterait vers une nouvelle activité. Tant mieux. Les Américains la reçoivent. Je les en félicite. Et peut-être qu'un jour ou l'autre, elle reviendra. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci Stéphane Ravier d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci Saveria. Il persiste et signe pas question pour Laurent Wauquiez de s'excuser après la divulgation de propos enregistrés lors d'un cours dans une école de commerce lyonnaise. Le président du parti Les Républicains promet des suites judiciaires, mais revendique son franc-parler au risque de se couper d'une partie des élus modérés, Jordan Klein et Yann Kersia. Laurent Wauquiez aurait dû présenter ses excuses. C'est en tout cas ce que pense une poignée d'élus Les Républicains, pour certains démissionnaires. C'est le cas de la députée européenne Elisabeth Morin-Chartier, qui affirme sur Twitter ne plus se retrouver dans la spirale dans laquelle s'engagent les Républicains. L'ancien ministre Dominique Bussereau quitte lui aussi les rangs du parti. Je pensais qu'il pouvait se dire, allez, soyons clairs, j'ai fait le kéké devant mes étudiants, je l'ai roulé un peu pour montrer que j'étais jeune et dynamique, je reconnais que je suis allé trop loin et que c'est des propos que je n'aurais pas dû tenir. Mais le faux pas grave du chef fait que je ne peux pas rester dans l'équipe dont il est le chef. Mais pour les soutiens de Laurent Wauquiez, ces différentes démissions du parti Les Républicains ne sont qu'anecdotiques. Aujourd'hui, les Républicains sont la première force d'opposition au pouvoir. Clarification. Et nous avons gagné les 2 élections législatives et c'est beaucoup plus important, partiel, c'est beaucoup plus important que l'attitude de quelques élus que personne d'ailleurs au demeurant ne connaît. Au Sénat, les élus proches d'Alain Juppé sont abasourdis face aux déclarations de Laurent Wauquiez et se questionnent quant à leur avenir au sein des Républicains. Je ne me reconnais plus du tout dans les Républicains tels que présentés par Laurent Wauquiez ces derniers jours. Et donc avec beaucoup de collègues, nous en parlons et nous œuvrons au sein d'Agir pour refonder une autre dynamique de la droite et du centre. À titre personnel, je ne vous cache pas que je me suis vraiment interrogé. Sur le fait de démissionner? Oui, de prendre du champ. Démissionner, je ne sais pas, mais prendre du champ. Sur le fond, surtout si Laurent Wauquiez assume, il a dit tout cela. Et même enveloppé, comme on dit, de papier de chocolat, ça fait mal au foie quand on doit digérer tout ça. Hein. Après les explications de Laurent Wauquiez, le maire de Thionville, Pierre Cuny, a aussi fait défection à sa famille politique. Mais bien avant cette polémique,
Frédéric Lefebvre et même Xavier Bertrand avaient rendu leur carte de membre du parti. On part maintenant dans l'hémicycle pour évoquer avec Tam Tranui un texte débattu cet après-midi au Sénat. Une proposition de loi centriste pour mieux encadrer l'ouverture des écoles privées hors contrat. Expliquez-nous les objectifs du texte, Tam. Bien écoutez, l'enjeu, Jérôme, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus d'écoles privées hors contrat s'ouvrent en France. Il y avait 800 établissements en 2010, 1300 aujourd'hui, et que les dérives de certains de ces établissements inquiètent, qu'il s'agisse d'amateurisme, d'endoctrinement, de dérives sectaires dans certaines écoles Montessori, Steiner, mais aussi dans le musulman privé, notamment, on pense au cas de l'école Al-Bader à Toulouse, dont une partie de l'équipe pédagogique était fichée S, qui a dû fermer. Mais le tribunal administratif l'a autorisé à rouvrir sous un autre nom. En 2017, Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre de l'Éducation nationale, avait tenté de régler le problème par ordonnance, en introduisant un régime d'autorisation préalable pour l'ouverture de ces établissements. Une disposition qui a ensuite été censurée par le Conseil constitutionnel car contraire à la liberté d'enseignement. Et c'est donc là qu'intervient la proposition de loi centriste débattue aujourd'hui. Un texte qui inquiète à gauche parce qu'il ne va pas assez loin, qui ne satisfait pas non plus certains à droite parce qu'il va trop loin. Ce texte, il a enflammé les esprits. Écoutez à ce propos l'auteur de cette proposition de loi, Françoise Gatel. Les commentaires enthousiastes, fort créatifs de toutes celles et ceux qui s'opposent à ce texte, le qualifiant de liberticide, funeste, soviétiforme, auront certainement contribué à enrichir notre vocabulaire dans la catégorie excès de langage, qu'ils en soient ici remerciés. Et en même temps, disent d'autres, ce texte serait timide, frileux, insuffisant. La contradiction de ces épithètes me semble prouver que ce texte n'obéit aux ordres de personne. Vous l'aurez compris, l'école, c'est un sujet qui suscite les passions et ce texte n'est pas simple à défendre. Et tout à l'heure, Françoise Gatel a pu compter sur le secours et le soutien du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a tenté de calmer les esprits. Pour lui, ce texte n'est pas contraire à la liberté d'enseignement, bien au contraire. Je ne vous cache pas que les superlatifs qui ont été rappelés par la sénatrice Françoise Gatel m'ont paru tout à fait désobligeants par rapport à l'objectif visé. Puisque, en réalité, ce qui se passe au travers de cette proposition de loi, c'est tout simplement de conforter la liberté d'enseignement en évitant, comme pour toute liberté, que l'abus de cette liberté ne vienne abîmer cette liberté. Toute liberté, en effet, peut comporter des abus, et c'est en étant soigneux vis-à-vis de ces abus que l'on est soigneux vis-à-vis de ces libertés. Si on entre dans le détail un petit peu, le texte prévoit de simplifier les procédures permettant d'ouvrir des établissements privés hors contrat, mais aussi de rallonger les délais d'opposition à l'ouverture d'une école. Les motifs d'opposition sont également modernisés, unifiés, troubles à l'ordre public, protection de l'enfance et de la jeunesse, absence de diplôme pour celui qui ouvre l'établissement ou encore certaines condamnations. Enfin, il y avait un point qui posait problème à la droite, c'était le fait que la liste exacte des pièces constitutives du dossier nécessaire à l'ouverture d'un établissement soit fixée par décret et non par la loi. Il semblerait que la droite et le centre se soient mis d'accord sur ce point puisqu'un amendement a été déposé par Françoise Gatel pour que ça soit bien inscrit dans la loi. Donc on peut imaginer que ce texte soit adopté tout à l'heure. Merci beaucoup, Tam. Et justement, on retrouve sur ce même sujet Saveria Rojek avec l'auteur de cette proposition de loi, la sénatrice centriste d'Ille-et-Vilaine, Françoise Gatel. Merci de répondre à nos questions. Vous défendez donc cet après-midi un texte qui vise à simplifier, à mieux encadrer les établissements privés hors contrat. Il était temps, c'était nécessaire. Je pense que c'était nécessaire. Il y a un consensus autour de cela, puisque, y compris en 2016, quand il y avait la loi égalité et citoyenneté, nous étions d'accord avec le gouvernement de l'époque sur ce constat de dérive, on va dire, vraiment de déviance par rapport aux obligations de la loi, qu'il était nécessaire d'agir, même si la majorité sénatoriale
avait alors refusé le dispositif d'autorisation que proposait la ministre. Et nous avons eu raison puisqu'il a été sanctionné par le Conseil constitutionnel. Qui visez-vous particulièrement avec cette proposition de loi? Est-ce que ce sont les écoles musulmanes? Non, ce texte est vraiment un texte qui vise tout ce qui est en infraction avec la loi. Aujourd'hui, un établissement hors contrat peut être ouvert. Il doit amener les enfants à maîtriser des compétences fondamentales. Et naturellement, c'est comme le code de la route. Vous avez la liberté de conduire, mais il y a un code de la route qui définit les règles. Et là, nous visons à la fois des déviances religieuses, j'ai cité des exemples, mais aussi des insuffisances pédagogiques parce qu'il en existe. Justement, vous parlez des exemples. Vous avez évoqué le cas d'une école à Toulouse où les membres de l'équipe étaient fichés S et l'État ne pouvait rien faire. Absolument. Et c'est une situation qui est très connue puisque la presse en est fait état. On avait une partie d'enseignants fichés S, des pratiques absolument incompatibles avec les lois de la République. Le tribunal correctionnel a fini par ordonner la fermeture de cette école, qui a rouvert sous un autre nom, dans les mêmes locaux et les mêmes enseignants. Et le tribunal administratif a annulé la décision de fermeture au prétexte que les motifs invoqués n'étaient pas conformes à la loi. Donc ça montre bien la nécessité, enfin l'impérieuse nécessité de faire évoluer des choses. Oui, c'est ça. Vous dites que si on reste dans le cadre actuel, des situations intolérables vont perdurer en laissant les maires, les autorités de l'État impuissants. Vous faites référence à quoi? Je fais référence par exemple, au maire de Rhêmes dans le Nord, un maire qui est communiste, qui explique qu'aujourd'hui, il sait qu'il y a une école qui a des pratiques qui ne sont pas tolérables avec les lois de la République et il ne peut rien faire parce que les motifs d'opposition datent du 19e siècle. Et il semble assez évident et teinté de bon sens qu'aujourd'hui, les bonnes mœurs sont difficiles à définir et qu'aujourd'hui, dans une école privée hors contrat, vous n'êtes pas obligé d'avoir un avis d'une commission d'accessibilité pour la sécurité incendie, d'accessibilité, et il faut contrôler le casier judiciaire des enseignants. François Gatel, votre texte prévoit également de renforcer les contrôles. Absolument, parce que voilà, c'est une chose de contrôler en amont, mais il faut s'assurer que l'exercice de la liberté dans ces établissements hors contrat est conforme à la loi. Donc on demande un contrôle obligatoire la première année, le ministre s'engage à le réaliser et il peut aussi y avoir des contrôles inopinés qui existent déjà. Très bien, merci beaucoup. Merci Françoise Gatel d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. La réduction des emplois aidés a eu des impacts lourds pour les associations, les collectivités, mais aussi les EHPAD, selon un rapport sénatorial qui dénonce aussi la précarité dans laquelle ont été plongées certaines personnes non reconduites dans leur contrat. Les explications de Samia Dechir. En juillet dernier, le gouvernement annonçait une baisse drastique du nombre de contrats aidés. De plus de 450 000 en 2016, on est passé à 320 000 en 2017. Une nouvelle baisse de 120 000 contrats est prévue pour cette année. 200 000 contrats aidés par an, c'est totalement insuffisant pour la mission d'information sénatoriale qui s'est penchée sur les conséquences de cette baisse. Co-auteur du rapport, Jacques-Bernard Magnier dénonce une mesure brutale qui pèse sur les missions des associations et collectivités. Les personnes concernées ont été les premières frappées, bien sûr, par ces décisions, mais ceux qui avaient compté sur elles pour le travail qu'ils avaient à faire à la rentrée, notamment dans les écoles, par exemple, ou dans les associations pour la relance des activités, eh bien, ont été privés de leur soutien et de leurs interventions. Donc là, il y a eu vraiment une brutalité qu'on ne pouvait pas accepter. Le rapport préconise de recréer 100 000 contrats aidés supplémentaires en 2018. La moitié serait réservée aux chômeurs longue durée de plus de 55 ans, l'autre aux associations de moins de 5 salariés. Jacques-Bernard Magnier estime le coût à 1 milliard d'euros, moins cher selon lui que d'indemniser 100 000 personnes au chômage. Un chômeur coûte plus de 15 000 euros par an à la collectivité. Et un contrat aidé, eh bien, suivant le nombre d'heures qu'il accomplit, coûte beaucoup moins cher. Et il coûte aussi beaucoup moins cher que les emplois qu'on crée au niveau du SMIC par des réductions de cotisations sociales. Autre piste proposée dans le rapport, augmenter les moyens des agents de Pôle emploi chargés d'accompagner les personnes en contrat aidé. On ouvre maintenant le dossier sur l'asile et l'immigration après la présentation en Conseil des ministres du projet de loi. Mais avant d'en débattre
Avec mes invités, direction l'un des points frontaliers les plus surveillés de France. Dans les Alpes-Maritimes, à Menton, les frontières sont de facto réinstallées. Trains, mais aussi routes et cols de montagne sont contrôlés par les forces de l'ordre. Des sénateurs Les Républicains ont voulu voir sur le terrain comment cette mission était assurée. Un reportage de Fabien Recker. L'incident remonte à vendredi soir. À bord de cette voiture, 2 passeurs et 5 migrants ont tenté le passage du poste frontière de Menton. Les passeurs tunisiens ont été écroués, les migrants remis aux autorités italiennes. Comme le seront la trentaine de personnes arrêtées dans la nuit, des Érythréens, des Soudanais et des Maliens. Après quelques heures de rétention dans ces préfabriqués, ils font le trajet en sens inverse. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller à la gare de Menton-Garant pour assister au contrôle d'un train. Je vais dire bonjour. Une routine que le vice-président de la commission des lois du Sénat est venu observer avant les débats sur le projet de loi immigration. La gare de Menton-Gare-Avant est le premier arrêt en territoire français depuis l'Italie. C'est un point de passage autorisé. Donc les personnes interpellées sur ce point font l'objet de procédures de non-admission. À Menton-Gare-Avant, les arrêts sont systématiques. Chaque train est contrôlé par la police aux frontières. 48 000 personnes en situation irrégulière ont été interpellées dans les Alpes-Maritimes l'an dernier. Et la tendance en ce début d'année n'est pas à la baisse. Donc, la première nationalité en 2017, ce sont les Soudanais. Mais avec une recrudescence depuis quelques mois de ressortissants de pays d'Afrique francophone. On sent bien que c'est l'Afrique subsaharienne qui arrive par l'Italie, qui veut rentrer sur le territoire national, après pour aller soit à Calais, parce qu'ils visent l'Angleterre, soit ailleurs. En tous les cas, c'est le travail de tous les jours et évidemment, c'est un volume important, c'est beaucoup de monde. Et ça mobilise énormément nos forces, et notamment la police de l'air et des frontières. Depuis 2014, les services de la police aux frontières, de Sentinelle et de la gendarmerie sont coordonnés au niveau départemental, soit près de 900 fonctionnaires. Au barrage filtrant de Fanguetto, policiers et gendarmes se partagent la surveillance à quelques centaines de mètres de l'ancien poste frontière. Monsieur le directeur. Capitaine. C'est un verrou stratégique de l'entrée de l'Italie vers la France. Donc là, on est en France, j'ai vu le panneau, là, on a fait le contour pour venir. Incursion en Italie. La route est longée par une voie ferrée, régulièrement empruntée par les migrants. Voilà. Il fait quelle longueur ce tunnel? 860 mètres. Ici, la surveillance est automatisée. Il y a 3 détecteurs que nous pouvons retrouver à la fin du tunnel italien, à l'entrée du tunnel français, et un dernier détecteur qui est au niveau de l'entrée d'un GR permettant de partir dans la montagne. En moyenne, seulement 2 interpellations ont lieu chaque semaine dans ce tunnel. Mais pour les fonctionnaires, il est essentiel d'occuper le terrain afin de ne pas créer d'appel d'air. Tout va bien parce que les moyens ont été mis en place et singulièrement, ce n'était pas ce niveau de moyens au moment de la crise de 2015, même en 2016. Donc les moyens qui ont été mis en place sont finalement assez récents et c'est pour ça que tout va bien. Ce qui démontre à l'évidence qu'il faut continuer l'effort, maintenir l'effort et ne pas s'endormir. En décembre dernier pourtant, 11 policiers s'étaient mis en arrêt maladie pour protester contre les cadences de travail à la frontière. Des cadences qui ne découragent pas pour autant les migrants de tenter le passage depuis l'Italie. Le projet de loi Asile et Immigration présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, c'est l'objet de notre premier débat de Sénat 360. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice LR du Val d'Oise. Bonjour. Esther Benbassa, sénatrice écologiste de Paris. Frédéric Marchand, sénateur La République En Marche du Nord. Et enfin, Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste représentant les Français de l'étranger. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Le gouvernement vante un texte équilibré, mieux accueillir, mais aussi raccourcir les délais avant les reconduites à la frontière. Un texte qui divise même dans la majorité. Frédéric Marchand, pour vous, vous êtes un élu La République En Marche. Est-ce que l'objectif d'équilibre est atteint ? L'objectif d'équilibre, il passe aussi par une situation qui aujourd'hui ne fonctionne pas et par la question qu'on doit se poser, comment fait-on pour faire en sorte que la promesse républicaine fonctionne ? Et dans le texte qui est proposé, qui va passer maintenant à l'Assemblée nationale, qui a été source de débats, qui a été source de rencontres, de confrontations, et c'est bien normal en démocratie, je pense que le processus législatif qui va se mettre en place va permettre aux uns et aux autres de s'exprimer. Mais moi, j'y vois à la fois une part d'humanité avec notamment les
les apports d'Aurélien Taché dans le cadre de son rapport, car la question aussi qu'il faut se poser, c'est la question de l'accueil. La question de l'accueil sur laquelle, soyons clairs, nous ne sommes pas bons. Ça n'est pas normal, en effet, qu'il n'y ait que 200 heures de français et qu'il faille attendre autant de temps pour commencer à apprendre à parler français. Comment fait-on aussi pour s'intéresser à celles et ceux qui ont fait le choix? Parfois, et même le plus souvent, ils n'avaient pas d'autre choix que de venir chez nous, mais comment fait-on pour les accueillir le mieux possible? Après, effectivement, il y a des faits objectifs qui nous sont opposés. Je pense qu'il faut vraiment qu'on regarde dans le détail cette situation. Jean-Yves Lecomte, un des objectifs du texte, c'est raccourcir le délai d'examen des demandes d'asile. Est-ce qu'au moins ce constat, il est partagé? C'est trop long, on laisse dans l'incertitude trop longtemps les demandeurs d'asile? Il est partagé, oui, il faut réduire, hein, mais ça a déjà été fait. Et c'est d'ailleurs ce que le Conseil d'État a indiqué lorsqu'il a dû, avant le dépôt du texte en Conseil des ministres, dire les choses ont déjà été faites. Aujourd'hui, l'OFPRA a plus que divisé par 2 au cours des dernières années et il travaille à moins de 6 mois aujourd'hui. Le sujet n'est pas là. Le sujet, il est dans la question des moyens. Vous avez montré tout à l'heure ce qui se passe à la frontière italienne. Il aurait été intéressant de voir comment fonctionne le CRA de Nice, que j'ai visité il y a 2 semaines. Dans quelles conditions les policiers travaillent? Comment voulez-vous qu'avec les fonctionnaires de police qui travaillent dans le CRA dans des conditions terribles, le centre de rétention. Le centre de rétention. Je suis allé les voir à 9h le soir. Les fonctionnaires de police qui travaillaient à 9h le soir, c'était ceux qui avaient commencé à 6h le matin. Comment voulez-vous que les choses fonctionnent correctement? Mais en ce qui concerne les délais, le point le plus sensible, celui que nous n'avons pas réussi à régler lors de la loi de 2015 et qui est particulièrement douloureux, c'est le point de l'accès au dépôt de la demande d'asile, qui est aujourd'hui parfois de plusieurs mois avant de pouvoir entrer en préfecture. 35 jours en moyenne, avec parfois plusieurs mois. Et aujourd'hui, on rencontre dans les centres de rétention des gens qui n'ont pas encore pu demander l'asile. Et c'est ça qui pose aujourd'hui problème. Et le texte ne résout rien de ce côté-là. On met un certain nombre de moyens pour reconduire les gens à la frontière, ça va coûter des centaines de milliers d'euros. On fait des choses comme le raccourcissement en prétendant qu'en allongeant les délais de rétention, on va être efficace. Non, on ne va pas être efficace. Les éloignements, ils se font dans les 15 premiers jours. Après, il n'y en a plus. Doubler le temps de rétention, c'est simplement de l'affichage, du travail en plus et de l'efficacité en moins. Et le texte, finalement, le rapport d'Aurélien Taché, il a plein de bonnes propositions. Sauf que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas le rapport avec des propositions pour plus tard, c'est le projet de loi d'aujourd'hui. Et le projet de loi d'aujourd'hui, finalement, le rapport d'Aurélien Taché qui est donné le même jour, il est simplement là pour cacher le fait que le projet de loi n'est pas équilibré. C'est juste, finalement, une communication vis-à-vis des électeurs de droite et d'extrême droite en disant « Regardez, le gouvernement vous écoute ». Jacqueline Eustache-Brinio, pour les Républicains, on sait, il y a eu un texte là où les mesures sénatoriales de droite ont été reprises par le gouvernement récemment. Est-ce qu'il peut y avoir un accord avec la majorité En Marche sur ce sujet? Moi, je voudrais revenir sur le fond. Ce matin, j'entendais sur une radio que 80% des Français approuvaient une loi qui posait les problématiques de l'immigration. Je pense qu'ils vont être déçus, ces 80% de Français. Parce qu'ils attendent quoi? Ils attendent que le président tienne ses promesses quand il a dit qu'il fallait effectivement régler les problèmes qui existent dans ce pays depuis 30 ans sur l'immigration en général. Ce texte, il règle en rien ces problèmes-là. On nous oriente sur l'asile exclusivement. Mais l'asile, personne ne remet en cause le droit d'asile, le fait de protéger un certain nombre de citoyens du monde qui sont menacés dans le pays. Donc on veut absolument nous orienter vers l'asile et l'intégration liée à l'asile. Mais c'est pas ça le problème aujourd'hui. Le problème, c'est l'immigration en général. Le président Macron, en septembre, dit au préfet qu'il va y avoir une grande loi sur la refondation de l'immigration. Il n'y a rien dans ce texte qui pose cela. Vous nous parliez tout à l'heure des propositions du député En Marche sur comment mieux intégrer. Enfin, je voudrais juste rappeler que c'est 600 millions d'euros, ces propositions. Donc, je pense qu'on va aller les chercher. Mais aujourd'hui, le problème qu'il faut honnêtement poser, c'est que via l'asile, on absorbe une immigration économique. Il y a tous les ans 54 000 personnes en gros qui sont déboutées du droit d'asile. Ce qui veut bien dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent, qui demandent l'asile et qui ne retournent pas l'asile. Donc dans ce texte, il n'y a rien, mais absolument rien, qui pose cette problématique de fond, qui est un problème
qui n'est pas d'hier, mais que le président a promis de régler. Donc aujourd'hui, les Français vont bien être déçus quand ils vont voir qu'il n'y a rien qui règle globalement la problématique de la régularisation des flux migratoires. Il n'y a rien de cela. 54 000 déboutés du droit d'asile, avec en plus, tous les ans, des obligations à quitter le territoire qui sont prononcées, 92 000 en 2016, 16 000 effectuées. Donc en gros 18%. C'est-à-dire qu'il y a 18% des personnes qui devraient quitter le territoire qui repartent. Parce qu'il y a des problèmes de fond, parce qu'il y a des problèmes de laissez-passer consulaires qui ne sont pas donnés avec des pays qu'on ne pose absolument pas dans ce texte. Donc ce texte, pour moi, c'est rien. Aujourd'hui, mieux intégrer ceux qui sont amenés à rester là, pas de problème, c'est notre, ça a été, voilà, c'est une politique qui existe depuis toujours. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de flux migratoires que la France ne peut pas gérer, que la France ne peut pas régler, et dans ce texte, il n'y a rien qui va régler ce problème. On entend absolument bien que pour rien. vous, ce texte ne va pas assez loin. Esther Benbassa, pour vous, il va trop loin, ce texte? D'abord, moi, je trouve que ce texte est indigne de l'histoire de la France contemporaine et que probablement ça va nourrir les pages noires dans l'avenir, n'est-ce pas, de notre histoire, et que nous exposons aujourd'hui les bons côtés. Alors on va raccourcir les délais. Écoutez, pour raccourcir les délais, il faut prendre d'autres mesures. Et les mesures prises, c'est de la cosmétique. Il faut regarder surtout tout le répressif dans ce texte. D'abord, le recours, les personnes qui font le recours, les personnes déboutées qui font recours. Maintenant, il n'y aura pas d'effet suspensif, à savoir qu'on pourra expulser ces personnes. Et entre-temps, ils pourraient avoir leur demande d'asile. Alors vous voyez un peu, c'est quand même assez problématique, sans compter aussi que on va, enfin comme mon collègue l'a dit, on va augmenter la durée de rétention et c'est quand même, ce sont des gens qu'on va priver de liberté. On le dit comme ça, tous tranquillement, ils vont rester 90 jours, parfois certains 135. Bon, pas de problème. Vous savez, la France a connu dans le passé, avec les réfugiés espagnols, 460 000 qui arrivent en 1939, et les 240 000, on les met dans des centres de rétention qui étaient Rivesaltes, etc. On peut citer, il y a de nombreux exemples. Madame, je ne suis pas intervenue, vous me laissez parler. Oui, merci. Je vous laisse parler. Bon, il y a aussi dans ce texte, il faut l'indiquer, la garde à vue pour étrangers qui passe de 16 heures à 24 heures, que le franchissement illégal des frontières sera puni d'un an de prison et de 3 750 € d'amende, et on peut faire toute la série. Alors moi, j'ai vu ce reportage, excusez-moi, et le Public Sénat était venu avec nous lors de notre visite il y a quelques mois. On va dire que tout va bien pour qui? Tout va bien pour qui? Pour le personnel s'était mis en grève il y a pas longtemps, ça ne va pas du tout pour les réfugiés. Nous avons signé une convention, la Convention de Genève, qui oblige les pays accueillants à avoir un mode d'accueil, disons, digne de ce nom. Nous n'en sommes pas là. Nous sommes en train de faire des calculs et on fait de la politique, c'est tout. Ce n'est pas du tout, c'est des postures tâchées pour que on puisse intégrer. Je reviens au rapport de Monsieur Taché. Pour qu'on puisse intégrer, il ne faut pas qu'on expulse. Alors ça fait rire, quoi. On va intégrer. On va revenir sur les différentes mesures du projet de loi, mais on va écouter tout de même Gérard Collomb qui lui a défendu l'objectif du texte. C'était juste après le Conseil des ministres.
c'est une loi qui est équilibrée, qui s'aligne surtout sur le droit européen. Et il est totalement nécessaire qu'entre les pays comme l'Allemagne, comme la France, l'Italie, les Pays-Bas ou bien la Suède, nous ayons le même type de procédure. Parce que autrement, si vous n'avez pas le même type de procédure, évidemment, on regarde où la procédure est la plus facile pour pouvoir obtenir le droit d'asile. Et donc, à ce moment-là, c'est chez vous que tout le monde se dirige. Frédéric Marchand, on l'a entendu, Gérard Collomb, il défend un texte équilibré, mais il y a le Conseil d'État qui dit que la France n'avait pas besoin d'un nouveau projet de loi 2 ans avant le précédent. Il y a la contrôleure générale des lieux de privation de liberté qui parle de vives inquiétudes. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, il a déjà dit tout le mal qu'il pensait de la politique de la France en la matière. Est-ce que toutes ces critiques, vous les entendez? J'entends les critiques, mais on part du postulat qu'il y a un président de la République aujourd'hui qui s'appelle Emmanuel Macron, qui avait fait des propositions dans le cadre de sa campagne électorale, qui a aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui est en charge de cette problématique, que le sujet est posé sur la table. Et je pense que le sujet est suffisamment important pour qu'on puisse éviter certaines comparaisons qui, moi, à mon niveau, je n'ai pas connu la situation vécue par les Espagnols en 1939, mais comme beaucoup, j'ai lu des livres d'histoire et je ne suis pas sûr que faire des comparaisons et des raccourcis par trop systématiques rendent service à la cause qu'on veut défendre. Ouais. J'ai été maire d'une commune... que c'est de l'éthique, sans doute. J'ai été maire d'une commune de 18 000 habitants dans laquelle a été posée, j'ai été exposé personnellement à la problématique des Roms, qui est en matière aussi de questions aux migrants. Et là aussi, j'ai entendu... Les Roms sont des Européens. Oui, madame, sans doute des Européens, mais ce sont aussi des personnes qui sont parfois, qui fuient leur pays d'origine parce qu'elles sont mal vues et qu'elles ont des difficultés pour rester et qu'elles sont parfois privées de certaines libertés. Et je peux vous dire que j'ai entendu aussi certaines comparaisons qui m'ont fait bondir. Donc je ne suis pas sûr que celle-là, au bout du bout, rende service. Mais pour revenir sur ce que vous dites, le problème est posé sur la table et on va enfin ouvrir un véritable débat. Et je pense que ce véritable débat, il répond à une situation qui existe aujourd'hui et devant laquelle on ne peut pas fermer les yeux. Et je suis très attentif à ce que dit Gérard Collomb en termes de situation européenne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a dans nos pays voisins, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, qui en matière de délai de rétention, qui a sans doute reçu 1 million de réfugiés, mais aujourd'hui l'Allemagne est sur des délais de rétention administrative de 180 jours. Donc l'Allemagne est aussi sur des délais d'examen des situations qui ont été raccourcis. Donc je pense qu'il faut que nous ayons cette réflexion collective. Je le dis et je le répète, le sujet va arriver à l'Assemblée nationale et donc le sujet va être l'objet de discussion. Il arrivera ensuite au Sénat et la représentation nationale fera son travail. L'objet de discussion, il y aura aussi des contre-propositions. À l'instant, les Républicains ont tenu un point de presse et ont présenté leurs contre-propositions sur le projet de loi. Je vous propose de les écouter. Nous, associations sur le terrain... Nous considérons, comme le groupe de l'Assemblée, que ce texte est incantatoire, n'apporte rien à part des mesures prétendues, si on y met les moyens, de raccourcissement des délais, notamment sur les recours, mais dans la réalité des faits, ça ne change pas la politique du droit d'asile, ça ne change pas la définition des pays sûrs, ça ne change pas du tout la définition de la politique migratoire que notre pays est supposé permettre. Jacqueline Eustache-Brinio, vient d'entendre Roger Carucci, oui, votre j'ai fait collègue. partie de ce groupe de travail avec Roger. Bah oui, parce que on peut partir d'un principe que nous sommes citoyens du monde et qu'on peut aller où on veut quand on veut. Bon voilà, on peut partir de ce principe. Sauf que ce n'est pas la règle aujourd'hui et que s'il y a un vrai problème de flux migratoire, il faut le poser. Aujourd'hui, dans ce texte, il n'y a rien qui peut aujourd'hui faire en sorte que l'asile politique, et je le redis clairement, est un moyen détourné par ceux qui veulent faire cette migration économique. C'est la attendez, je veux non mais regardez l'explosion des demandeurs d'asile où on est arrivé en 2016 à 100 000 demandeurs d'asile alors que j'ai le chiffre exactement en 2015 on était à 80 et il y a bien longtemps avant on n'était pas dans ces chiffres-là. On a une explosion des demandeurs d'asile puisque c'est aujourd'hui un moyen détourné de cautionner ou non la politique économique migratoire. Moi, je termine, je finis. Non, mais monsieur, madame, vous pouvez penser que nous sommes tous citoyens du monde. Moi, je dis que la France ne peut pas gérer ça. Donc, dans ce texte sur l'asile, moi, j'ai rien contre le fait qu'on mette des moyens pour intégrer ceux qui ont vocation à rester là. Mais ça, c'est pas le souci. Je vous ai pas interrompu, madame, je termine. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça. Sauf qu'aujourd'hui, dans les flux migratoires économiques, nous n'avons rien réglé. Aujourd'hui, Roger le disait,
Pourquoi ne pas déterminer une liste de pays sûrs pour lesquels, de toute façon, on ne validerait même pas la demande de demandeurs d'asile. Ça, c'est un levier. Si on estime que dans tel ou tel pays, il n'y a aucun risque politique, physique, voilà, pour sa vie, on peut très bien faire une liste de pays, ce qui désengorgerait les services qui, effectivement, pourraient ne pas accepter la demande d'asile de ces pays-là. Après, on a un autre problème, et ça, je veux le dire. Quand un étranger, je finis là parce que c'est un des points très importants des flux migratoires, fait l'objet d'une obligation à quitter le territoire, il y en a 18% qui se font. Pourquoi ? Parce que les pays d'origine ne veulent pas nous donner les laissez-passer consulaires pour qu'ils retournent chez eux. Eh bien, moi, j'estime que si les pays d'origine ne veulent pas reprendre la population qui est censée retourner, mettons en face, nous, des contraintes avec ces pays-là. Remettons en cause un certain nombre de choses pour dire à ces pays, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que quand ils viennent ici, les personnes, et qu'ils ont une obligation à quitter le territoire, ils ne repartent pas. Et c'est pour ça que je disais que cette loi ne va pas assez loin, qu'elle mette des moyens pour bien intégrer ceux qui sont restés là. Il n'y a pas de souci. On a bien entendu votre argument. Après, on ne peut pas être comme ça, en disant tout le monde peut venir et tout le monde peut rester. C'est de l'irresponsabilité ce que vous dites. Ben non, c'est de l'irresponsabilité et de l'ignorance. C'est mon point de vue. Oui, c'est peut-être pas le vôtre. Madame, vous devriez être contente. On a mis dans la loi la circulaire du 12 décembre, du tri. Vous aurez voté. Ah, mais moi, la circulaire ne me gêne pas. La circulaire ne me gêne pas. Non, mais c'est de l'argent public, madame. Vous imaginez... D'ailleurs, vous évaluez le Conseil d'État s'est prononcé. Le Conseil d'État s'est prononcé pour la circulaire Collomb. Est-ce que c'est une question d'argent? La question des réfugiés, c'est une instrumentalisation politique que vous faites. Vous aussi. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Je défends les réfugiés. Non, mais vous me laissez terminer. Voilà, pour les mêmes raisons. Esther Benbassa, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, mais là, on est dans... Enfin, vous allez faire quoi? La France a besoin aussi des travailleurs étrangers. Oui, ce n'est pas nouveau, madame. C'est l'argument. C'est l'argument. Ça a été démontré par des textes sérieux économiquement. Alors, voilà. Alors, vous confondez les problèmes. Rien du tout. Travailleurs étrangers et demandeurs d'asile. C'est pas la même chose. Il y a des mineurs. Hier, il y a eu un procès. 20 mineurs ont été renvoyés en Italie. Mais nous avons des conventions pour cela. On a bien entendu que ce débat allait déchaîner les passions dans l'hémicycle, y compris peut-être dans la majorité. Des choses comme ça. Monsieur Lecomte, on aura l'occasion quand le texte. Si on vient ici, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance de ce que c'est que la Convention de Genève, ce que vous dites, madame. Mais c'est un constat de l'ignorance parce que ce n'est pas par rapport à un pays. Les demandes s'examinent de manière individuelle. C'est de l'ignorance, c'est de l'irresponsabilité. Aujourd'hui, avec les moyens de communication modernes, vous ne pouvez pas faire de la France une Corée du Nord. Vous ne pouvez pas faire de la France un pays qui vit en dehors du reste du monde. Je vois bien que nous ne sommes pas en Corée du Nord. Et les immigrés eux-mêmes le savent. C'est un défi pour l'Europe. C'est un défi pour l'opinion publique que d'arriver à être plus résiliente par rapport à un contexte où il y aura de plus en plus. À la Corée du Nord, je pense qu'il y a beaucoup qui apprécieront. En tout cas, c'est pas vous ne travaillez pas dans le sens de la différenciation, dans la mesure où l'émigration, madame, elles ont, que vous le vouliez ou non, de l'avenir, compte tenu des échanges, compte tenu et il faut par conséquent que nous adaptions l'Europe à cette situation et l'opinion publique, et c'est notre responsabilité en tant que responsable politique, c'est notre responsabilité de travailler à la résilience des opinions publiques, à faire en sorte. J'y suis allée, madame. J'ai pas besoin de ce. Ça vous donne. S'il vous plaît, on s'écoute sur le plateau. J'avais une dernière question à poser au sénateur Frédéric Marchand. On le voit bien, ce texte, dans la majorité, il y a déjà des voix dissonantes. Tout le monde n'est pas sur la même ligne. Est-ce que
vous allez réussir à parler d'une seule voix. Mais c'est normal, on a l'air de s'étonner finalement que les gens aient des points de vue différents. J'ai entendu parler de frondeurs, mais ça c'est l'histoire ancienne. Mais moi je trouve tout à fait normal que les uns et les autres puissent exprimer leur opinion en fonction de leur sensibilité. Je trouve que le mérite premier de ce texte, et on le voit ici autour de la table, par pitié, dépassionnons ce débat et faisons en sorte de donner une autre image de ce qui peut être une chance pour la France. Je rejoins Mme Benbassa sur le sujet. C'est vrai que la France aujourd'hui a besoin de certains talents, mais ne nous racontons pas d'histoire. Oui. Aujourd'hui, les choses ne fonctionnent pas. Et il faut redonner un espoir, je le disais, une promesse républicaine à toutes celles et à tous ceux qui vont arriver sur le territoire français. On aura évidemment l'occasion de revenir sur ce débat au moment où il arrivera ici au Sénat. Le Sénat, justement, débattait hier soir de l'avenir de l'audiovisuel public. Pour évoquer ce sujet, on retrouve Tam Tranui dans l'hémicycle. Alors Tam, les échanges entre la ministre de la Culture et les sénateurs ont permis de préciser les ambitions du gouvernement dans ce domaine. Alors on le sait, le gouvernement prévoit pour la fin de l'année une grande réforme de l'audiovisuel public, c'est-à-dire de France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA. Et bien lors du débat sur ce sujet hier, on en a appris un petit peu plus sur la gouvernance, puisque la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a affirmé que la constitution d'une entreprise unique sous la forme d'une BBC à la française n'était pas privilégiée. On l'écoute. À ce stade, nous ne privilégions pas le mécano institutionnel consistant à créer une nouvelle entreprise unique. Nous préférons des méthodes souples d'organisation qui favorisent la mise en œuvre rapide des réformes. S'agissant des nominations, la question d'une nomination des dirigeants par des conseils d'administration se pose. Elle a été évoquée par le président de la République pendant la campagne. Elle donnerait aux dirigeants une plus grande assise managériale. Alors le gouvernement s'appuie notamment dans ses travaux sur la proposition de loi du sénateur de La République En Marche, André Gattolin, qui demande que les patrons de l'audiovisuel public soient désignés par le conseil d'administration de chaque groupe, ce qui demande de revoir d'ailleurs la composition des conseils d'administration avec davantage de professionnels indépendants. À gauche, on craint que ces conseils d'administration nommés par le Premier ministre soient à la botte de l'exécutif. Ce sont d'ailleurs les inquiétudes du sénateur socialiste David Assouline, également spécialiste de la question et des médias. Notez enfin que Françoise Nyssen, hier, lors de ce débat, a définitivement fermé la porte à la possibilité de réintroduire de la publicité sur France Télévisions après 20h. C'est un élément très fort de distinction du service public, a-t-elle argumenté, mais des ressources en moins, alors que France Télévisions est sommée de faire des économies. Merci beaucoup Tam pour ces explications. Et pour continuer sur ce sujet, nous retrouvons Saveria Rojek avec André Gattolin, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine. Bonjour André Gattolin. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Le gouvernement prend donc comme base de travail votre proposition de loi sur le mode de désignation des patrons de l'audiovisuel public. Vous êtes donc satisfait, j'imagine ? Oui, je suis assez satisfait. Ça rentre dans la continuité du rapport que j'avais produit il y a 3 ans avec mon collègue Jean-Pierre Leleux, appuyé par la majorité de la commission culture et médias, donc ça c'est une bonne chose, et proposition qui elle-même avait été évoquée par le président Macron. Donc on est dans une sorte de logique de bon sens, en tous les cas, qui fait sens aujourd'hui. Alors les patrons, l'audiovisuel, ne seraient désignés désormais par le conseil d'administration de chaque groupe et non plus par le CSA, c'est bien ça ? Oui, je crois que nous avons fait chacun, et les événements récents le prouvent, le constat, qu'il est très difficile pour une instance à la fois de nommer quelqu'un et de contrôler ces mêmes personnes. C'est une forme de déni, on l'a vu d'ailleurs, la polémique, le trouble qu'il y a eu quand le CSA a dû révoquer M. Gallet, qu'il avait nommé à l'unanimité. Alors en revanche, c'est non pour la BBC à la française, pas d'entreprise unique à ce stade. C'est ce qu'a affirmé hier Françoise Nyssen, la ministre de la Culture. Ça tombe bien parce que je n'ai, et mon collègue Jean-Pierre Leleux, jamais parlé de BBC à la française, même si des éléments de l'organisation de la BBC sont extrêmement intéressants. C'est plutôt les gens qui dénigraient notre
proposition. Nous ne voulons pas faire un mastodonte aujourd'hui de l'audiovisuel public. Nous, ce que nous proposons, c'est plus de synergie, donc une présidence commune, évoluer peut-être vers une holding et plus tard, si nécessaire et si possible, une entreprise commune. Mais on peut travailler ensemble. Visiblement, ce qu'a dit la ministre, c'est pas de holding pour l'instant. Oui, c'est normal parce qu'une holding, c'est une construction financière où il y a une entité placée au-dessus qui prend 100% des participations. Et là, en l'état, la construction de holding serait prématurée. Dans le plan que nous avions fait avec mon collègue, nous étalions les choses sur 5 ans pour arriver à une holding. Donc aujourd'hui, on est quand même assez proche de notre proposition. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, André Gattolin? Est-ce que vous demandez une vision stratégique, une refondation, une remise à plat complète de la gouvernance? Mais je crois qu'aujourd'hui, si on réforme l'audiovisuel public, c'est que plus généralement, le cadre normatif, législatif sur lequel nous sommes fondés, c'est la loi Léotard de 1986, qui a plus de 30 ans, dans un monde qui est entré en bouleversement total et qui ne va cesser d'évoluer. Donc nous avons besoin de refonder un cadre, pas seulement pour l'audiovisuel public, mais pour l'ensemble de l'audiovisuel. C'est le sens d'ailleurs de la transposition dans cette future loi annoncée par la ministre de ce qu'on appelle la directive services médias audiovisuels, qui va régler la question des émetteurs transnationaux et délinéarisés. Donc ça, c'est absolument important, parce qu'on ne change pas un aspect, l'audiovisuel, sans tenir compte de l'ensemble du contexte. Dernière question très rapidement, comment instaurer un mode de financement pérenne ? Moi, là-dessus, les avis divergent. Je ne suis pas personnellement, à titre personnel, et je diffère du rapport que nous avions produit, pour une redevance, je dirais, universelle. Je crois déjà qu'il faut passer au crible tous les dégrèvements qui sont faits de la redevance, parce qu'aujourd'hui, il y a pratiquement 4,5 millions de foyers qui ne payent pas. Déjà, non, puis d'exemptions naturelles qui parfois ne sont pas toujours justifiées. Il faut se poser le prix de la redevance. Il est ressenti comme élevé par les gens, même s'il est moins cher que dans d'autres pays européens, parce que la satisfaction à l'égard des programmes et donc le consentement à payer est en cause, et c'est un point extrêmement important aujourd'hui. Très bien, pas de tabou donc sur la question de la redevance. Aucun tabou, il faut être ouvert, il faut réfléchir au modèle de financement. Très bien, merci beaucoup. Merci André Gattolin d'avoir répondu à la question. Merci. Le Sénat poursuit son cycle d'audition après le scandale du lait Lactalis contaminé au salmonelle. Aujourd'hui, place aux associations de consommateurs qui ont dénoncé les liens entre les laboratoires de contrôle et le géant industriel français. Un extrait sélectionné par Jules Duribreux. On nous dit que les tests devaient être refaits jusqu'à une dizaine de fois pour que les tests soient conformes aux normes envisagées et de la réglementation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, qu'on le veuille ou non, des pressions internes qui font que le laboratoire dépendant financièrement de ce donneur d'ordre n'a pas tout à fait la liberté de publier le résultat des tests qu'il constate. Alors je veux bien croire que tout ça, ceci est extrêmement sensible, mais à partir du moment où on a ce type de révélation, cela met en doute potentiellement la totalité des autocontrôles effectués par des laboratoires sur ordre de Lactalis. Et je comprends mieux les réactions de M. Beignet. M. Beignet lui-même disant « Écoutez, j'ai fait 17 000 tests, et ça sert à quoi ?» Ça sert peut-être que justement, les laboratoires sont tellement sous pression, sur ordre d'eux, ils sont dans l'obligation de trouver des tests le plus proche possible de la commercialisation possible des produits. Ce n'est pas rassurant du tout. Et direction maintenant la salle des conférences du Sénat pour prolonger ce sujet. Savaria Rojek interroge le sénateur socialiste du Doubs, Martial Bourquin. Bonjour Martial Bourquin. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous poursuivez donc le cycle d'audition sur l'affaire, le scandale Lactalis. Ce matin, des représentants de consommateurs. Que vous a appris cette nouvelle audition avec les associations de consommateurs? J'ai été impressionné déjà par la dignité de ces associations, la qualité de leur argumentation, y compris il y avait un papa qui était là et qui a parlé des nourrissons qui avaient été touchés par cette molécule. Alors, c'était un cycle d'audition où on a eu à la fois Lactalis, son PDG n'est pas venu, je le regrette, je l'ai dit publiquement, je
pas normal qu'ils ne soient pas là ce jour-là. Deuxième chose, on a eu les grandes surfaces, les représentants de l'ordre des pharmaciens, parce qu'il y avait eu un gros problème. Malgré le fait d'avoir retiré les produits, ils ont continué de diffuser pendant plusieurs jours. Et là, nous avions les associations de consommateurs. On arrive à comprendre ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est que les sociétés font des autocontrôles. Et ces autocontrôles n'étaient pas bons. Voilà, justement, c'est ce que vous avez relevé ce matin. On vous a entendu un vrai problème sur les autocontrôles. On a découvert qu'il y avait des pressions sur les laboratoires. Oui. C'est ce que vous nous avez expliqué ce matin, c'est-à-dire... C'est des personnes qui ont été interviewées dans des médias publics et qui ont dit on avait une telle pression de Lactalis sur lorsque nous faisions nos contrôles, il fallait les recommencer un nombre de fois très important et surtout on avait peur que notre laboratoire perde le marché. Donc il faut qu'il y ait un contrôle des autocontrôles. Et là, la DGCCRF a perdu 1000 emplois en une dizaine d'années. Et on est passé d'un contrôle uniquement de la DGCCRF à un autocontrôle. Il faut que la DGCCRF, dans l'avenir, contrôle les autocontrôles. Donc il faut revenir en arrière et juger que le système d'autocontrôle n'est pas bon, revenir à des contrôles administrés par l'État, c'est ça en fait. Il faut les deux, c'est-à-dire quand les autocontrôles sont contrôlés et vont bien, c'est bien, mais là quand même, c'est une crise sanitaire qui dure depuis 12 ans. Marcel Bourquin, la responsabilité du gouvernement, qu'en est-il? Un contrôle partiel dans l'usine incriminée a eu lieu en septembre dernier, il n'avait révélé aucune anomalie, on le sait désormais. Mais la responsabilité de l'État est en cause. Absolument. Absolument. Et le faible, on a retiré encore 48 emplois à la DGCCRF cette année dans la loi de finances. Quand est-ce qu'on s'arrêtera ? Alors qu'on lui donne de plus en plus de responsabilités, on s'aperçoit qu'elle a de moins en moins de moyens. Et donc, c'était quoi? C'était un contrôle purement administratif, sur la base des autocontrôles que faisait l'entreprise. Il y a là quelque chose qui ne va plus. Les auditions, votre cycle d'audition ont montré les dysfonctionnements à tous les niveaux, production, contrôle administratif, distribution. Comment, en 2018, une telle situation est-elle possible dans notre pays? Vous savez, j'avais pris la formule en disant est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette? Après, je me suis posé la question est-ce qu'il y avait un filet dans la raquette? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand il y a une telle carence, des carences successives, il faut qu'on reprenne tout à zéro. Sur les autocontrôles, sur les contrôles, sur le fait que lorsque, dans un magasin, on demande qu'il y ait retrait de ces produits, le PDG, le directeur du magasin est là, en personne, fait retirer. Et s'il ne le fait pas, il pourrait avoir des sanctions. Si on ne change pas tout cela, eh bien, on va connaître les mêmes problèmes, parfois avec une bactérie beaucoup plus méchante que celle-là. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci Marcel Bourquin d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À 3 jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture, la mobilisation redouble contre la refonte de la carte des zones défavorisées. Un peu partout en France, les agriculteurs ont mené des opérations pour dénoncer la situation. Audrey Vuettaz. Ils se disent sur la paille et pour le montrer ce matin, ces agriculteurs ont redécoré la préfecture de Nantes. Un peu partout en France, des tracteurs en plein centre-ville, comme ici à La Roche-sur-Yon, des opérations escargots. Une mobilisation pour dénoncer d'abord la nouvelle carte des zones défavorisées. Ce document, créé en 1976, permet de définir les communes et donc les agriculteurs qui peuvent prétendre à une aide financière de l'Europe. La version 2018 n'est pas encore aboutie, mais on sait déjà que 5000 communes y entreraient et 1380 en sortiraient. Avec des départements perdants, les Deux-Sèvres, l'Indre-et-Loire, le Loiret et le Maine-et-Loire. Ces exploitations-là, oui, vont traverser quelque chose d'assez difficile. On va leur retirer une aide qu'ils avaient depuis longtemps. Les exploitants agricoles critiquent un redécoupage qui ne tient compte, selon eux, que de la nature des sols, en faisant fi des problématiques sociales. Autre point de tension, le possible accord commercial entre l'Europe et les pays d'Amérique du Sud qui permettrait l'importation sur le sol français de produits venus du Brésil ou de l'Argentine. Concurrence déloyale, crient les agriculteurs. On décide en France d'interdire le glyphosate sous 3 ans, mais par contre ça ne nous empêche pas d'aller signer des accords. On ne se préoccupe pas trop de savoir comment sont fabriqués les produits là-bas. La mobilisation pourrait encore se poursuivre car les agriculteurs ont prévenu. C'est un coup de semonce aujourd'hui, si toutefois
toutefois le président Macron ne comprend pas notre message, nous reviendrons. Comme un avertissement, alors qu'Emmanuel Macron reçoit demain 1000 agriculteurs à l'Elysée et que le Salon international de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi. La réduction des emplois aidés a eu des impacts lourds pour les associations, les collectivités, mais aussi les EHPAD, selon un rapport sénatorial qui dénonce aussi la précarité dans laquelle ont été plongées certaines personnes non reconduites dans leur contrat. Avant d'en débattre avec mes invités, les détails de ce rapport par Samia Dechir. En juillet dernier, le gouvernement annonçait une baisse drastique du nombre de contrats aidés. De plus de 450 000 en 2016, on est passé à 320 000 en 2017. Une nouvelle baisse de 120 000 contrats est prévue pour cette année. 200 000 contrats aidés par an, c'est totalement insuffisant pour la mission d'information sénatoriale qui s'est penchée sur les conséquences de cette baisse. Co-auteur du rapport, Jacques-Bernard Magnier dénonce une mesure brutale qui pèse sur les missions des associations et collectivités. Les personnes concernées ont été les premières frappées, bien sûr, par ces décisions, mais ceux qui avaient compté sur elles pour le travail qu'ils avaient à faire à la rentrée, notamment dans les écoles, par exemple, ou dans les associations pour la relance des activités, eh bien, ont été privés de leur soutien et de leurs interventions. Donc là, il y a eu vraiment une brutalité qu'on ne pouvait pas accepter. Le rapport préconise de recréer 100 000 contrats aidés supplémentaires en 2018. La moitié serait réservée aux chômeurs longue durée de plus de 55 ans, l'autre aux associations de moins de 5 salariés. Jacques-Bernard Magnier estime le coût à 1 milliard d'euros, moins cher selon lui que d'indemniser 100 000 personnes au chômage. Un chômeur coûte plus de 15 000 euros par an à la collectivité. Et un contrat aidé, eh bien, suivant le nombre d'heures qu'il accomplit, coûte beaucoup moins cher. Et il coûte aussi beaucoup moins cher que les emplois qu'on crée au niveau du SMIC par des réductions de cotisations sociales. Autre piste proposée dans le rapport, augmenter les moyens des agents de Pôle emploi chargés d'accompagner les personnes en contrat aidé. Et pour débattre de ce sujet, j'accueille sur le plateau mes invités. Sophie Taillé-Polian, vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Face à vous, Jean-Raymond Hugonet, sénateur Les Républicains de l'Essonne. Florian Martinez, porte-parole du syndicat ASSO, qui défend les salariés du secteur associatif. Et enfin, Hervé Chaperon, ancien directeur général adjoint de Pôle emploi et auteur du livre « Emploi, tout va très bien, Madame la Marquise » aux éditions d'O6. Alors les sénateurs ont donc voté à l'unanimité dans la commission de la culture ce matin ce rapport sénatorial qui dénonce la brutalité de la baisse du nombre de contrats aidés. On va commencer par évoquer le secteur associatif. Florian Martinez, comment ça s'est passé l'été dernier quand on a annoncé la diminution drastique des contrats aidés dans les associations ? Ça s'est passé assez mal parce que dans le secteur associatif, on a 130 000 salariés qui sont en contrat aidé. Donc c'est massif, notamment dans des petites structures associatives de moins de 10 salariés. Et quand on leur a annoncé qu'il y allait avoir une baisse de plus de 150 000 contrats aidés, on a très vite vu qu'il y allait avoir des personnes qui allaient se retrouver au chômage, avec des renouvellements de contrats qui ne se feraient pas, avec des licenciements économiques et avec des structures associatives qui allaient être en grande difficulté. Très concrètement, c'est des structures qui ferment, c'est des services qui ne sont plus rendus à la population. Et puis c'est un drame humain pour toutes ces personnes. Je rappelle juste que les contrats aidés, c'est des contrats précaires, souvent à temps partiel, de personnes qui ont des difficultés d'insertion. Et donc cette décision, elle est brutale et elle est inique parce qu'on tape vraiment sur des gens qui ont déjà de faibles ressources et qui sont déjà en précarité. Et ces personnes-là, quand on gagne 800 euros par mois pour travailler 20 heures par semaine, quand après on va pointer à Pôle emploi, on ne gagne pas beaucoup, c'est de l'ordre de 500 euros. Donc moi, je ne sais pas comment on fait pour vivre avec cette manne d'argent. Et puis en plus, c'était des emplois qui étaient utiles. Alors j'entends que c'était des emplois subventionnés qui coûtaient à l'État, mais enfin je pense que l'utilité sociale de ces personnes, elle était très très importante. Jean-Raymond Hugonet, vous êtes membre de cette commission de la culture qui a voté à l'unanimité ce matin le rapport, donc vous partagez tous les constats, c'est dramatique dans les associations notamment. C'est clair, c'est dramatique dans les associations, mais c'est dramatique aussi, et c'est révélateur d'une façon de fonctionner, puisqu'encore une fois, cette décision brutale à l'été 2017 est une mesure comptable, dictée par Bercy et la technocratie. Elle n'a rien à voir avec la réalité de terrain, et c'était tout l'intérêt de cette commission, puisque les deux rapporteurs, Alain Dufaux, qui fait partie du groupe Les Républicains, collègues, et Jacques-Bernard Magnier, voilà,
était parfaitement raccord. Pourquoi? Parce que là, on parle de territoire, on parle de vérité, on parle d'association, on parle du monde dans lequel nous vivons tous les jours, nous et nos concitoyens. On ne parle pas de quelque chose qui est, on conçoit, quand on a 83 milliards de déficit, on conçoit que la situation est difficile, mais là, on parle bien d'autre chose. Et ça a été balayé encore une fois d'un revers de la main par le gouvernement et par le président de la République, avec une brutalité féroce, sans tenir compte des réalités de terrain. Ce pourquoi nous, les sénateurs, nous sommes faits. Hervé Chaperon, vous ne partagez pas vraiment le même constat, mais peut-être sur la méthode, ça a peut-être été fait trop rapidement, trop brutalement? Alors que la méthode soit brutale, c'est évident, il n'y a même pas débat là-dessus, ça a été annoncé, c'est un système guillotine et autres. Mais le problème, me semble-t-il, n'est pas là. Et je pense que le débat que nous avons là est mal engagé, pour une raison très simple, c'est que représentent les contrats aidés? C'est l'archétype du produit, diraient les commerciaux, du traitement social du chômage. Le traitement social du chômage, c'est depuis 40 ans l'arme favorite de tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur, depuis la fin des Trente Glorieux, c'est-à-dire 1974. Le traitement social du chômage, c'est des politiques de l'emploi qui coûtent aux contribuables, d'une façon directe ou indirecte, plus de 100 milliards par an. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Pour des résultats médiocres. Et si je prends toujours le langage des commerciaux, le rapport qualité-prix, personne ne s'y retrouve. Le contrat aidé, c'est simplement la fin de ce traitement social que le gouvernement veut arrêter pour rendre l'emploi à l'économie. D'où les ordonnances et la libération du marché du travail, d'où une nouvelle assurance chômage, d'où un nouveau système de formation professionnelle. Pour vous, ça fait partie d'un tout. Et là où je ferai une critique, autant je peux comprendre la suppression des contrats aidés, je ne comprends pas la méthode, mais je comprends encore moins le calendrier. Car, à mes yeux, il fallait libérer par ordonnance, il faut, par le dialogue social, trouver des nouveaux paramètres dans l'assurance chômage et faire une formation professionnelle qui, pour 35 milliards, forme les gens qui en ont le plus besoin. Et c'est seulement après qu'on aurait pu supprimer les contrats aidés. Justement, on a pris la bretelle d'autoroute à contresens. Justement, une des questions, c'était que ça ne permettait pas vraiment de s'insérer durablement dans l'emploi et notamment peu de formation. Le gouvernement dit là, les 200 000, ils vont avoir une vraie formation, Sophie Taillé-Polian. Alors, on nous dit les 200 000 vont avoir une vraie formation. Je dirais que très bien, dont acte, mais quand même, le programme d'investissement en compétences qui est actuellement lancé par le gouvernement et qui devait prendre le relais des 500 000 formations n'est pas du tout prêt et ne sera pas du tout opérationnel avant l'automne, m'a-t-on dit. Mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit. Je pense effectivement qu'il y a eu, je dirais, une volonté comptable de boucler le projet de budget 2018 avec 2 coupes majeures énorme dans le budget du logement et dans le budget du ministère du Travail pour permettre de financer la diminution de l'ISF, la quasi-suppression de l'ISF et de permettre à la France de répondre aux objectifs de diminution des dépenses publiques. C'est ça qui s'est passé. Au détriment des collectivités, des associations, je pense à la culture, je pense au sport, qui étaient très utiles, auxquels les emplois aidés étaient très utiles, donc au détriment vraiment de la réalité sociale de notre pays, de manière extrêmement brutale. Après, on peut tout à fait envisager une modification de la façon dont les contrats aidés peuvent être mis en place. Moi, je crois que le traitement social du chômage, il a un intérêt. D'abord parce qu'il permet quand même à ceux qui en bénéficient d'être à nouveau dans l'activité. Si c'est bien fait, avec des formations, avec un tutorat, c'est quand même aussi reprendre pied dans la réalité de l'activité, notamment au sein des collectivités, et ça permet de rendre un certain nombre de services utiles à la population. Après, effectivement, on peut avoir une vision très différente d'ultra-libéralisation du marché du travail, qui est la vision qui est développée par le gouvernement et que je ne partage pas, parce que là, on met finalement tous les risques du chômage et tous les risques de l'adaptation de notre économie sur la tête des salariés et non pas partagés équitablement avec les entreprises.
Jean-Raymond Hugonet, un des points du rapport, c'est aussi sur les collectivités locales. Là aussi, il a fallu très vite s'adapter. On a même vu une rentrée repoussée de 5 jours à La Réunion. Ça a été la panique. Rendez-vous compte. Moi, je ne crois pas aux éléments de langage. Je crois à la réalité des choses et ce que je constate. J'ai été pendant 18 ans maire d'une commune, puisque maintenant on m'interdit en tant que parlementaire d'être maire également. J'ai constaté quoi? Alors, je partage partiellement l'analyse de mon voisin, mais j'ai constaté quoi? Que 2 jeunes que j'ai employés en contrat aidé, pourquoi? Parce que l'État en prenait 70% du salaire, eh bien ces 2 jeunes, aujourd'hui, sont titulaires de la fonction publique chez moi, dans ma commune. Ils ont été formés. Je me rappelle aussi, puisque j'étais président de l'association des maires de l'Essonne, je me rappelle des coups de téléphone du préfet. Donc là, c'est un élu local qui vous parle. Le préfet vous appelle en vous disant « Monsieur le maire, il faudrait que vos collègues embauchent des contrats aidés. » Mais rendez-vous compte de ça en 2016, combien on nous mettait la pression pour avoir. Et le surlendemain, nous dire « C'est fini, il n'y en a plus. » Non, mais de qui se moque-t-on? Donc forcément, à la rentrée, comment voulez-vous qu'à la Réunion, et les collègues, qui est-ce qui s'est rebellé à la Réunion? C'est pas l'archevêque de Tulle. Ce sont les maires qui ont dit « Eh bien, vous, à Paris, la technostructure, vous prenez des décisions qui sont inapplicables. La rentrée, vous irez vous la refaire tout seul, parce que nous, on ne pourra pas la faire. » Voilà ce qu'ils ont dit. Et comme par hasard, le gouvernement a reculé, comme il reculera à l'avenir sur des décisions de ce type qui sont iniques, qui sont comptables et qui sont à l'envers de ce que nous constatons sur le terrain. Parce que le travail des associations, allons-y, monsieur en parlera mieux que moi certainement. Justement, mais bien entendu, les présidents d'associations, les clubs de football et autres, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant l'été? Jean-Raymond, qu'est-ce que tu fais? J'étais pas encore élu sénateur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'en ai 4 là dans mon club. Si je dois demain ne plus en avoir, ça me coûte combien? Voilà, c'est ça la réalité. On prend des décisions brutales, sans concertation, avec des alibis de concertation qui n'en sont plus. On connaît la méthode, on discutera après. Florian Martinez, comment ils ont fait les associations? Elles ont réussi quand même à embaucher des gens sous d'autres contrats? Elles ont réussi à sauver quelques contrats aidés? Heureusement, elles ont réussi à embaucher parfois, mais surtout, elles ont surtout été en grande difficulté. Et puis, malheureusement, elles ont aussi pris des personnes, des volontaires en service civique. Je vous donne ce que dit le 6 septembre Muriel Pénicaud dans une lettre qui est adressée au préfet. Elle leur dit mobiliser le contingent des volontaires en service civique. C'est particulièrement grave de dire ça. Le service civique, on nous répète sans cesse, c'est pas un emploi, c'est même pas un stage. Et là, qu'est-ce que nous dit la ministre du Travail? Elle nous dit allez dans l'illégalité, allez embaucher des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et qui vont toucher moins de 600 € par mois. Et c'est absolument pas un contrat de travail, le service civique. Donc ça, c'est une des réalités. Et puis l'autre réalité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des missions qui ne se font plus et on précarise encore davantage les salariés du secteur associatif, des salariés qui sont déjà très, très précarisés. Il y a seulement 53% des salariés du secteur associatif qui sont en CDI contre 80% dans l'ensemble du secteur privé. On a un financement, parce que M. Chaperon n'en parle pas, mais moi je ne pense pas que l'économie libérale va répondre au financement du secteur associatif. Un des vrais problèmes, et ce à quoi répondaient les contrats aidés, qui ne sont absolument pas des contrats que nous on défendait au syndicat ASSO parce que très précaires, c'est à la difficulté de financer le monde associatif, qui aujourd'hui porte un certain nombre de politiques publiques, un certain nombre de politiques d'intérêt général, mais qui n'en a pas les moyens. Et il porte ça comment? Avec des contrats atypiques, des personnes volontaires en service civique à moins de 600 € par mois, des personnes en contrat aidé, qui sont des contrats très précaires, des personnes avec des CDD d'usage, avec tout un tas de contrats qui sont particulièrement précaires. Or, pour nous, le secteur associatif, ça doit être un laboratoire de solidarité, pas de précarité. Et là, il y a un vrai problème. Et ça, je pense que c'est pas l'économie libérale qui y répondra. Hervé Chaperon, qu'est-ce qu'on répond aux associations qui ont des difficultés dans le sport, dans le monde du spectacle, dans l'économie sociale et solidaire? Alors, deux points d'introduction. D'abord, je ne suis pas là pour défendre l'économie libérale. Je ne suis pas un défenseur du marché à tout crin. Et je pense que le marché doit se réguler. Et a priori, ça s'appelle la social-démocratie. La deuxième chose, je voudrais répondre à Madame la sénatrice. Le traitement social du chômage, c'est 46% de demandeurs d'emploi de longue durée. Bon. La deuxième chose, c'est que comment, après ce que vous venez de nous dire, d'ailleurs fort intéressant, vous pouvez justifier qu'à la dernière année du quinquennat de François Hollande, on ait retiré les fonds de l'apprentissage
on a hypothéqué l'avenir des jeunes pour financer encore plus des contrats aidés dont chacun savait que ça devait faire baisser le chômage pour favoriser l'élection présidentielle de M. Hollande. Je trouve que cette manipulation à travers les contrats aidés est proprement scandaleuse au regard de notre jeunesse. Enfin, je voudrais quand même dire que les politiques de l'emploi sont faites pour initier, pour créer de l'emploi durable. Or, l'emploi durable, c'est quoi? L'emploi durable doit répondre à une dimension économique. Deuxièmement, l'emploi durable est pérenne dès lors qu'on est formé à cet emploi et qu'on se forme tout au long de la vie. Et donc, il me semble que quand on regarde le bilan des contrats aidés, qui ont finalement été une sacrée aubaine pour le patronat, avoir une main-d'œuvre qui ne coûte pas trop cher pour faire les sales besognes, ça a été quand même quelque chose de très intéressant pour le patronat. Que la deuxième chose, dans le monde associatif, qui est un monde débordé parce qu'il y a tellement à faire, c'est indéniable, on n'a pas le temps de former correctement les gens qui participent à ce monde associatif, dont le grand mérite a été pendant des années et des années de ne pas provoquer un délitement de notre tissu social encore beaucoup plus important que celui qu'on connaît. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il faut arrêter ce que j'appelle, alors je vais citer mes sources, ce qu'appelle également le président de la République les perversions des politiques de l'emploi. Les politiques de l'emploi financent la culture. Les politiques de l'emploi doivent financer les clubs de football. Les politiques de l'emploi doivent financer... Et on arrive à 120 milliards pour rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on ne centre pas les politiques de l'emploi sur une chose simple, c'est la liaison entre l'économie et la création d'emplois. Sophie Taillé-Polian. Oui, alors, tellement de choses ont été dites qu'il est difficile de répondre à tout. La première chose, c'est quand même que le problème du chômage, c'est quand même un problème d'offres d'emploi qui sont insuffisantes. Donc voilà, et ça, c'est quand même le problème principal. Les politiques d'accompagnement des chômeurs de longue durée sont évidemment pas la panacée. C'est pas extraordinaire de se retrouver à avoir un emploi aidé. Mais c'est quand même bien plus intéressant que de rester chez soi et de n'avoir aucune autre solution. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut des politiques d'accompagnement. Et il faut aussi que Pôle emploi puisse accompagner au mieux les demandeurs d'emploi, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, puisqu'on voit que de très nombreux demandeurs d'emploi, de longue durée notamment, ne peuvent pas bénéficier d'un accompagnement renforcé en raison du nombre insuffisant de conseillers à Pôle emploi. Et le gouvernement actuel a descendu dans le budget 2018 le nombre d'emplois et effectivement Pôle emploi a recouru pour compenser la baisse des emplois aidés à des services civiques. Donc il faut évidemment... Non, mais on a bien entendu que le gouvernement n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour accompagner les demandeurs d'emploi. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. On retourne maintenant dans l'hémicycle pour évoquer avec Tam Tranui un texte débattu cet après-midi au Sénat, la proposition de loi centriste pour mieux encadrer l'ouverture des écoles privées hors contrat. Et Tam, l'article 1 vient d'être adopté. Et oui, effectivement, et cela dans une ambiance électrique. Les débats ont été enflammés cet après-midi dans l'hémicycle. C'est souvent le cas avec l'école. Et cela n'a pas dérogé à les règles cet après-midi sur les discussions autour de cette proposition de loi pour mieux encadrer l'ouverture des écoles libres hors contrat. Alors, cette proposition de loi, elle devrait être adoptée grâce aux voix de la droite et du centre, finalement, sur un texte qui a fait l'objet d'un compromis. On l'a vu notamment lors de l'adoption de l'article 1, puisque cet article a été édulcoré pour que la droite accepte de le voter. Par exemple, il n'est pas fait mention du projet pédagogique dans les motifs d'opposition à l'ouverture d'une école libre hors contrat. Il n'est pas non plus fait mention des volumes horaires.
scolaire. Et enfin, par exemple, eh bien, les pièces à fournir pour l'ouverture d'une école libre hors contrat ne seront pas fixées par décret, mais dans la loi. Tout cela peut paraître technique, mais c'était bien des demandes de la droite. Sur le dernier point, la droite craignait notamment qu'un changement de gouvernement veuille dire un changement de pièces à fournir. Alors, je le disais, les débats, ils ont été enflammés et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, cet après-midi a tenté d'appeler au calme. Il a dit normalement, ce texte, il devrait être consensuel, puisqu'après tout, en termes d'encadrement de ces écoles, on part aujourd'hui de 0, et puis avec ce texte, on arrive à 1. Certains voulaient certes arriver à 2, mais ils devraient déjà se satisfaire de la progression qu'il y a avec ce texte. Seulement, ceux qui voulaient arriver à 2, ce sont notamment les socialistes qui étaient prêts à adopter, à voter pour la version initiale du texte et qui, avec ce texte édulcoré, se sentent trahis. Merci beaucoup, Tam, pour ces explications. C'est maintenant l'heure d'un rendez-vous que vous connaissez dans Sénat 360. Chaque semaine, les équipes de Public Sénat vont à la rencontre d'un sénateur dans son territoire. Et aujourd'hui, c'est Cécile Cukierman, sénatrice communiste de la Loire, que nous avons suivie pour voir comment les collectivités locales soutiennent les initiatives qui créent de l'emploi sur le territoire. Un reportage de Clément Perrault. Dans les contreforts du Massif central, le parc régional du Pilat ne manque pas de charme. Mais ce n'est pas pour une visite touristique que nous sommes aujourd'hui sur les terres de Cécile Cukierman. Le paysage est ici très beau, mais nous ne sommes pas dans une réserve d'Indiens. L'enjeu pour les femmes et les hommes qui vivent sur ce territoire, c'est d'avoir de l'emploi. C'est le rôle en tout cas de la communauté de communes, des élus locaux, de soutenir les projets industriels, les projets agricoles pour créer de l'emploi, créer de l'activité économique sur ce territoire. En route pour 3 visites d'entreprise avec la jeune sénatrice de 41 ans. À ses côtés, Stéphane Hérault, président de la communauté de communes du Haut-Pilat. Première étape, cette exploitation agricole. Son gérant veut se lancer avec d'autres agriculteurs locaux dans une laiterie-fromagerie coopérative. On devient déjà à une échelle intéressante et qui peut effectivement devenir et faire un projet collectif, c'est aussi intéressant. Ce projet collectif, la communauté de communes l'accompagne d'abord financièrement. Sous réserve d'une étude de marché et d'une étude économique qui permettent et qui garantissent la viabilité de l'opération, on sera sur probablement une aide à l'immobilier, probablement une aide à l'investissement. On est vraiment dans le cœur de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire de la valorisation et que ça ne parte pas enrichir des intermédiaires. La nouvelle laiterie permettra d'augmenter la production de yaourts aux fruits frais que l'agriculteur fabrique dans ce petit local qu'il souhaite aussi agrandir. Ces desserts sont destinés aux collèges locaux et à de petites épiceries, une valorisation du circuit court agricole. Dans les logiques actuelles où on voit un certain nombre de grands scandales, où on a la question du prix, la question de la qualité des produits, c'est important bien évidemment que les pouvoirs publics, la commande publique ait de plus en plus recours à des produits fabriqués sur place ou en tout cas à proximité. Nous, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est faire un produit stable où le consommateur est content de manger des produits en sachant d'où vient le produit. Deuxième étape, dans une entreprise de soudure et chaudronnerie de Bourg-Argental. L'activité a été reprise en mai dernier par ce jeune entrepreneur. À la clé, déjà 5 emplois. Là aussi, la communauté de communes apporte une aide au foncier et au matériel, comme cette plieuse numérique que l'entrepreneur vient d'acquérir. Je me posais la question en regardant un petit peu sur le marché de l'occasion ce qui était existant et cette aide justement m'a permis d'avoir un budget un peu plus conséquent pour pouvoir investir dans du matériel neuf. Cette plieuse notamment est un des éléments de l'ensemble technique qui est accompagné. Là encore, c'est une aide de 10% sur une dépense maximale de 300 000 je crois. Voilà. Mais au-delà des sommes directement investies, c'est aussi la proximité des pouvoirs publics qui est plébiscitée dans l'entreprise. Noyé dans le démarrage de mon entreprise et de la reprise de l'entreprise, ça a été une personne très accessible pour moi. L'avantage d'avoir des gens à proximité, à l'écoute, disponibles, m'a permis de les solliciter pour ces aides-là.
Dernière visite sucrée dans cet atelier de confiserie fine, les bonbons de Julien, une institution dans le département. Il y a 5 ans, l'entreprise a déménagé. La mairie de Bourg-Argental a tout fait pour lui trouver un terrain intéressant. L'activité est restée sur le territoire. Ce qui est important, c'est qu'on ait des élus locaux qui effectivement puissent soutenir ce type de projet, qui sans forcément s'en mêler, mais sont à l'écoute finalement de la demande du chef d'entreprise. Finalement, le rôle de la sénatrice que je suis, c'est aussi d'être aux côtés de ces élus locaux. Attachée aux collectivités locales, Cécile Kuckerman plaide pour que les redécoupages éventuels de communautés de communes soient faits avec la plus grande précaution, en respectant les équilibres et en restant à taille humaine. Bonjour Cécile Kuckerman. Bonjour. On l'a vu dans le reportage, le rôle des collectivités locales dans l'accompagnement des entreprises, des agriculteurs, des acteurs essentiels pour un territoire. Essentiel, fondamental, et je crois que des collectivités territoriales, mais des élus, des fonctionnaires territoriaux qui travaillent dans celles-ci et qui effectivement sont des écoutes, des acteurs, des leviers, et on le voit très bien dans les témoignages qui sont présentés ici, pour en tout cas permettre de dynamiser, de maintenir, de développer de l'activité économique et donc de l'emploi dans nos territoires. Comment on sélectionne les entreprises, les agriculteurs, les entrepreneurs qui peuvent être éligibles finalement à ces aides? Écoutez, après, chaque communauté de communes, chaque intercommunalité a ses propres critères, bien évidemment. Ça fait le choix d'un débat entre élus. Je crois que d'abord, on sélectionne par ceux qui viennent vous voir, par ceux qui ont une faisabilité, par ceux qui ont un plan qui permet de maintenir de l'emploi. Et nous sommes ici avec la communauté de communes des Monts du Pilat aussi sur cette exigence, c'est-à-dire d'aide par de l'argent public, par de l'ingénierie publique, mais en échange et dans un engagement de s'installer, de se pérenniser sur un territoire et d'y développer de l'emploi pour les femmes et les hommes qui vivent sur ce territoire. On le sait, les collectivités locales, elles doivent faire des efforts financiers, un peu moins de dotation. Elles vont pouvoir continuer à accompagner comme ça les entreprises? Écoutez, moi je dis régulièrement, on ne fait jamais mieux avec toujours moins. Donc ça, il faut arrêter de le faire croire. Les collectivités territoriales vont effectivement être de plus en plus contraintes à faire des choix, et des choix drastiques. Il y aura donc nécessairement des choses qu'elles faisaient et qu'elles ne feront plus demain si les baisses s'accentuent. Donc, il y aura des choix à faire. Je crois qu'en tout cas, le développement économique doit rester un des axes importants, et ça a été conforté dans la loi NOTRe pour les intercommunalités. Elles doivent garder cette compétence d'aide, d'accueil, d'installation, de développement, d'acquisition de matériel. Et on voit comment c'est important dans les entreprises que nous avons visitées. Mais bien évidemment, il y aura après la question des ressources. Et ça, c'est la bataille, j'ai envie de dire, que nous avons au moment des projets de loi de finances. On l'a vu aussi dans le reportage, les collectivités, elles ont d'autres leviers, comme ce producteur de yaourts, il peut distribuer ses yaourts aux cantines des collèges. Ça, c'est un point aussi. C'est pas forcément de l'argent public, mais ça peut être une manière d'accompagner les entreprises. Mais je crois que le rôle des élus, c'est pas simplement effectivement de distribuer de l'argent public. Tout d'abord, le président de la communauté de communes le rappelait, c'est aussi d'être à l'écoute et simplement des fois quand il y a des personnes qui veulent s'installer, de pouvoir être entendues, de pouvoir présenter leur projet, de pouvoir le crédibiliser, de pouvoir le monter, ça les aide. Et puis deuxièmement, bien évidemment, il y a la commande publique et il ne faut pas l'oublier, notamment sur la question de l'agriculture et plus largement de l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, les collectivités, les hôpitaux sont autant d'acteurs, d'acheteurs de produits locaux, s'ils le souhaitent, s'ils en font la démarche dans leur cahier des charges, qui permettent effectivement de développer des circuits courts et des circuits courts qui sont sécurisés, en tout cas pour les paysans concernés. Alors on parle beaucoup des territoires ruraux cette semaine dans l'actualité, avec la menace sur les petites lignes de train qui pourraient être supprimées, les écoles en milieu rural également menacées. On parle de fracture territoriale, ça vous le ressentez dans votre département de la Loire? Bien sûr, mais je crois qu'il y a une fracture territoriale, mais je dirais qu'il y a une fracture républicaine si on va jusqu'au bout de ces annonces. Et il y a une fracture républicaine parce que quand la République ne fait pas n'est plus une, bien évidemment les gens s'opposent. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'avec le rapport Spinetta, on nous explique que finalement, il y a des lignes qui ne seraient pas rentables et donc on se fiche de savoir le devenir du développement de ces territoires et de la vie et des déplacements de ces populations. On ne peut pas accepter qu'avec des choix budgétaires contraints et la volonté de réduire de 120 000 le nombre de fonctionnaires, eh bien on fasse des choix entre dédoubler dans les quartiers dits prioritaires, et c'est une nécessité, c'est une exigence pédagogique,
pédagogique, de dédoubler les CP, mais après, de faire la variable d'ajustement avec les classes en zone rurale. Et je crois qu'il faut arrêter d'avoir des politiques qui visent à opposer dans notre territoire. Les femmes et les hommes dans notre pays, quelles que soient leurs conditions sociales, quel que soit leur lieu d'habitation, leurs conditions territoriales, comme je dis souvent, ils ont le besoin d'avoir les mêmes droits et la même protection. On entend de plus en plus cette petite musique, la ville contre les campagnes, le rural contre l'urbain. C'est une thématique aussi qui est développée par les Républicains, qui dit on s'occupe que des villes. Macron, le président des villes. Écoutez, je crois qu'il y a un certain nombre de maires qui sont membres du Parti des Républicains qui sont maires de grandes villes. Donc je crois qu'il faut pas, il faut éviter en tout cas toute démagogie. Moi, je crois que surtout Macron est aujourd'hui le président des puissants et de ceux qui décident. Et il faut éviter, à mon avis, d'opposer systématiquement le rat des villes et le rat des champs. Je crois qu'au contraire, on a besoin de garder un véritable esprit républicain qui rassemble. On a besoin de villes, on a besoin de territoires ruraux qui sont des lieux d'innovation, qui sont des lieux de vie. Et on a besoin de travailler à ces complémentarités. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faut faire attention avec les grands redécoupages à ne pas fragiliser ces équilibres et au contraire à travailler de la complémentarité plutôt que de l'opposition et de la compétitivité des territoires. Merci beaucoup Cécile Cukierman d'avoir été notre invitée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, ne manquez pas, on va plus loin. Delphine Girard recevra notamment Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée du handicap, qui viendra parler du droit de vote des personnes handicapées. Excellente suite des programmes sur les chaînes parlementaires.